« 21h02, jeudi 13 septembre 2018, nous sommes ensemble pour nos minutes d'information. Le temps de parcourir l'actualité ici au Mali ainsi qu'à l'étranger. Tout de suite les titres. Dans l'actualité, nous parlerons des ministres entrant dans le nouveau gouvernement. Il s'agit bien sûr du ministre des Mines et du Pétrole et celui des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine. Dans quelques instants, un grand zoom sera fait à ces ministres. Et puis, nous parlerons également du coût de réalisation par l'Union européenne du Collège sahélien de sécurité. Il s'agit bien sûr de 4 milliards et 500 millions qui ont été investis. Merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition sur M7 TV. Je l'annonçais tantôt, après la formation du nouveau gouvernement du quinquennat 2 de son Excellence M. Ibrahim Boubacar Keïta, formé le 10 septembre 2018. Les attentes sont nombreuses. Nous avons ainsi décidé de nous familiariser avec les nouveaux ministres. Zoom sur la ministre des Mines et du Pétrole et celui des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine. Reportage Paul Nguessan. Née le 5 novembre 1976 à Bamako, la nouvelle patronne du ministère des Mines et du Pétrole est ingénieure en géologie dont le parchemin fut obtenu en novembre 2002 à l'École nationale d'ingénieurs ENI de Bamako. Entre janvier et juin 2008, elle a suivi une formation à l'École des Mines de Paris à Fontainebleau sur l'environnement minier et l'administration minière. Pour sa carrière professionnelle, Mme Lelenta Awa Baba était jusqu'à son entrée au gouvernement directrice nationale de la géologie et des mines. En outre, elle a été directrice nationale adjointe de la géologie et des mines de juin 2013 à mai 2014. Chef de section études, chargée de la gestion du cadastre minier du Mali au niveau de la division études et législation entre mars 2005 et juin 2008. Chargée du contrôle et du suivi du forage dans le cadre du contrat de travail signé entre le Bureau de recherche et exploitation des eaux souterraines et de surface et d'énergie du Mali entre août et novembre 2014. La nouvelle ministre parle bien le français et l'anglais. Elle aime bien le voyage et la lecture. Père de 8 enfants, dont 4 filles, ce polygame marié à 2 épouses est né le 2 juillet 1964 à Bouaké. Après ses études primaires dans le sec de Nianfoula, il obtient le baccalauréat malien série Sciences humaines en 1983 à Bamako, avant de décrocher 4 ans plus tard, en 1987, une maîtrise en histoire et géographie de l'École normale supérieure ENSUP. L'ancien directeur de l'imprimerie Djamana 91-93 obtient en 2012 un MBA délocalisé de l'École supérieure de gestion de Paris à ISTAB Technolab de Bamako, option communication, médias et événementiel. Comme son cursus scolaire et universitaire, son parcours professionnel est aussi riche et varié. Le professeur d'enseignement secondaire épouse très tôt le monde de la communication et de l'édition, en intégrant le groupe Djamana où il occupera plusieurs responsabilités, chroniqueur dans le journal Les Échos, directeur de la radio Djamana de Koutiala, avant de présider au destiné de l'Union des radios et télévisions libres du Mali, URTEL, en 2007. Date à partir de laquelle celui qui se dit membre du parti ADEMA PAJ depuis sa création est élu député à l'Assemblée nationale. À l'hémicycle, Yaya Sangaré occupait depuis 2015 le poste de président de la commission Affaires politiques, paix, sécurité et mécanismes africains d'évaluation pour les pairs. De 2008 à 2015, le passionné de lecture, musique et de voyage a, entre autres, été président des commissions santé et services sociaux du Parlement et éducation, sciences et technologies, jeunesse, sport et culture du Parlement de la CEDEAO. Sécurité à présent, plus de 4 milliards et 500 millions de francs CFA, c'est le coût de réalisation par l'Union européenne du Collège sahélien de sécurité. Son inauguration, c'était hier après-midi. Ce collège servira d'organe de formation au G5 Sahel afin de faciliter la constitution d'un réseau d'acteurs de sécurité, également pour faire face aux crises et aux menaces de la zone. Commentaire Amadou El Konari. Ce collège a pour mission de former les officiers des forces armées des G5 Sahel en développant en eux une culture commune pour faire face aux nombreux défis sécuritaires dans le Sahel. Financé par l'Union européenne à plus de 4 milliards de francs CFA, 366 ressortissants des G5 Sahel, dont 20% sont des femmes, ont bénéficié de l'apport de ce collège. Selon Gera Stramer,
Chef de coopération de l'Union européenne, ce collège est aujourd'hui reconnu comme une structure pérenne de formation continue des cadres supérieurs et des magistrats, mais aussi comme un lieu d'échange et de réflexion de haut niveau, en particulier via des séminaires ouverts à un public plus large, comme par exemple sur les thèmes citoyens, services de sécurité et systèmes dans le contexte actuel de terrorisme. Lors de cette inauguration, le ministre malien de la Sécurité, le général de division Salifou Traoré, a rappelé l'intérêt du gouvernement du Mali à soutenir massivement et puissamment cette structure. Il a également profité de l'occasion pour saluer les États membres du G5 Sahel pour avoir accédé à la demande du gouvernement malien d'abriter cette structure. Notons enfin que la création de ce collège s'inscrit dans le cadre de la volonté de faire bénéficier les pays du G5 Sahel de l'approche du président de la République Ibrahim Boubacar Keïta en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme. Après un tour d'horizon dans l'actualité internationale, nous commencerons par le Burkina Faso où le gouvernement a repris ses travaux après un mois de vacances. Des dossiers prioritaires seront débattus au cours de cette rencontre. Toujours au Burkina Faso, une session extraordinaire des parlementaire burkinabé sur la sécurité s'est ouvert ce mercredi 12 septembre 2018. Ensuite, en Allemagne, plus de 3600 mineurs abusés sexuellement par les religieux cette dernière décennie. Et l'église allemande se dit scandalisée. États-Unis, pour terminer, la côte américaine se prépare pour affronter l'ouragan Florence. Au même moment, le vent souffle très fort sur les Antilles françaises avec la tempête Isaac. Pour une reprise, après quelques semaines de vacances, les dossiers pesaient lourd sur la table du Conseil des ministres. Et au nombre de ces dossiers, celui des femmes déguerpies de l'Aigle-Maloro de la ville de Bourg-Glasso. Elles seront désormais indemnisées. C'est en tout cas l'une des principales bonnes nouvelles de ce rendez-vous de l'exécutif. Il y a eu ce qu'on appelait le déguerpissement des femmes qui avaient leur commerce adossé au stade Wobi, les femmes de l'Aigle-Maloro comme on les appelle. Le Conseil donc a accepté, sur proposition du Hcrund, donc de les dédommager afin donc de participer donc à la prise en main de ces femmes-là au niveau donc des pertes qu'elles ont pu subir, mais également de donner le signe donc d'une recherche de la quiétude et de la paix. Autre bonne nouvelle, les communes du Burkina Faso recevront dans les semaines ou mois à venir des ambulances. Au niveau du ministère de la Santé, le Conseil a donné son accord pour l'acquisition d'ambulances pour le compte des communes et pour le SAMU, comme prévu dans le cadre du programme du chef de l'État qui s'était engagé donc à fournir ces ambulances-là à toutes nos communes et à participer à la mise en œuvre donc du SAMU, ce service donc d'urgence qui doit être opérationnel dans nos deux grandes cités que sont Ouaga et Bobo-Dioulasso. Des lois ont été adoptées et seront transmises à l'Assemblée nationale. Elles sont relatives aux bonnes perceptions des impôts et à la lutte contre l'évasion fiscale. Bientôt, c'est la rentrée des classes sous menace d'insécurité dans bon nombre de localités du pays et le ministre porte-parole du gouvernement rassure, les dispositions sont prises. Tout est mis en œuvre pour que ces incursions dans l'est de notre pays s'arrêtent, aussi bien à l'est, aussi bien dans le sud-ouest, mais que le niveau de sécurité obtenu au niveau du nord et du Sahel soit maintenu. Donc il y a des efforts qui sont faits pour être convaincus que la rentrée aura bel et bien lieu dans cette partie de notre pays. Quant à la mise en œuvre des conclusions du forum sur la rationalisation des salaires des agents de la fonction publique tenu en juin dernier, Rémi Fulgence Danguinou n'a aucun doute. Ce qui est prévu pour être fait en janvier 2019 sera effectivement fait en janvier 2019. Les éléments de loi nécessaires seront pris pour que certains aspects, notamment le fait que tout ce qui est prélèvement doit être institué au niveau de la loi, seront mis au niveau de la loi. A signalé que ce conseil de rentrée a été présidé par le chef du gouvernement, Paul Kabatieba, par délégation, selon la Constitution, en l'absence du chef de l'État. À cette deuxième session extraordinaire de l'année 2018, une seule question préoccupe l'ensemble des députés de la 7e législature. La situation sécuritaire dans le pays. La représentation nationale veut écouter, entendre le gouvernement afin de prendre la pleine mesure de la situation. Toute chose qui va leur permettre de mener ensemble la réflexion pour trouver des pistes de solutions. La présente session extraordinaire qui a pour objet de se pencher sur la situation sécuritaire se tient au moment où la terreur et le désarroi
se sont abattus sur certaines contrées du pays. Au moment où les interrogations ravagent des visages, au moment où le sentiment d'abandon hante bien d'esprit, et certains en sont même venus à douter de la capacité de l'État à assurer la sécurité publique. Mais que tous se rassurent. L'histoire de l'humanité nous enseigne que lorsque la guerre éclate entre les justes et les forces du mal, ce sont les justes qui triomphent toujours. La lutte sera peut-être longue, farouche, coûteuse, mais notre victoire est inéluctable. Pour Alassane Bala Sakandé, la série d'attaques terroristes dont le Burkina Faso est la cible depuis plus de 2 ans et qui a connu une recrudescence ces derniers temps dans les régions de l'Est et du Sud-Ouest constituent des actes de guerre. Face aux épreuves qui nous ont opposés, nous resterons unis et déterminés pour défendre la mère patrie. La riposte que le peuple burkinabé leur opposera sera simple, méthodique, implacable et féroce. Les traquer jusqu'à leur dernier retranchement, jusqu'à leur dernier souffle. Loin de s'inscrire dans une logique de simple formalisme parlementaire, la présente session extraordinaire doit donner un signal fort. Oui, elle doit donner un signal fort dans notre plan d'action contre le terrorisme, ses auteurs et ses instigateurs, tapis à l'intérieur ou à l'extérieur. Aussi, l'Assemblée nationale auditionnera-t-elle dans les semaines ou mois à venir les représentants de toutes les parties prenantes, étant entendu que la réponse à la pieuvre terroriste n'est pas que militaire. De l'enseignant du primaire à son directeur régional, de l'agent d'agriculture à son directeur provincial, de l'agent itinérant de santé à son médecin-chef, du préfet au gouverneur, du militant du rang au chef d'état-major général de l'armée, du secrétaire d'État au Premier ministre, du citoyen lambda au plus instruit, du Kogloégo au Dozo, du croyant au non-croyant. Aucune contribution ne sera de trop pour nous permettre de gagner, comme l'ont toujours fait nos aïeux et ancêtres depuis la nuit des temps. Alassane Bala Sakandé appelle à l'union sacrée des filles et fils de la mère patrie. Mais auparavant, une minute de silence a été observée au début de la cérémonie à la mémoire de toutes les personnes tombées sous les balles assassines ou fauchées par les engins explosifs des ennemis. Il a aussi rendu hommage au travail de l'ensemble des personnels civils, militaires, paramilitaires, qui œuvrent inlassablement au péril de leur vie pour garantir la sécurité des Burkinabés. L'Église catholique allemande fait son mea culpa. Entre 1946 et 2014, plus de 3600 mineurs ont été abusés sexuellement par des prêtres. C'est le résultat d'une enquête commandée par l'Église à des chercheurs, dont le journal allemand Spiegel s'est procuré une copie. Le rapport indique que les victimes, des garçons pour la plupart, avaient moins de 14 ans dans la moitié des cas. Des chiffres qui ont fait réagir les autorités religieuses dans un communiqué. Nous sommes conscients de l'ampleur des abus sexuels qui ont été démontrés par les résultats de l'étude. C'est pour nous une honte. D'après l'enquête, de nombreuses preuves ont été détruites ou manipulées, et les rares sanctions contre les coupables sont restées minimes. Pas une surprise pour de nombreuses victimes. Ce qui est surtout effrayant, c'est qu'il ait fallu autant de temps pour avoir des chiffres. Cette nouvelle révélation intervient après plusieurs scandales récents. Des abus sexuels couverts par l'Église au Chili ou encore en Pennsylvanie aux États-Unis. Face à cette crise, le pape François tente de prendre des initiatives. Il vient de convoquer un sommet des conférences épiscopales en février prochain pour évoquer la question des abus sexuels et la protection des mineurs. Dernier appel à évacuer avant l'arrivée de l'ouragan. Mission de dernière minute pour ces pompiers. En Caroline du Nord, certains habitants refusent toujours de quitter leur foyer. Nous avons déjà vécu d'autres ouragans et nous n'essayons pas de jouer aux héros. Nous pensons que nous avons les mêmes chances de survie qu'en ville. D'autres, au contraire, tentent d'emporter le maximum de choses avec eux.
J'ai 2 enfants et j'essaie de les éloigner d'ici. Je ne veux pas qu'ils soient près du danger de l'ouragan. Nous avons peur cette fois, on prend ça très au sérieux. Nous espérons juste que nous reviendrons et que nous trouverons tout encore ici. Des protections de dernière minute pour ses habitants. De violentes bourrasques sont attendues ce jeudi et des pluies diluviennes devraient s'abattre vendredi et pour quelques jours. Le risque que des inondations massives provoquent des dégâts considérables. Nous sommes du mauvais côté de la tempête, où il y aura le plus de dégâts. Les prévisions annoncent que la tempête pourrait inonder de nombreuses maisons. On estime que 10 millions de personnes vivent dans les zones côtières concernées. Des pompiers volontaires de toute la côte sont mobilisés pour leur venir en aide. En Martinique, la pluie tombe déjà depuis plusieurs heures. Dans les supermarchés, c'est la cohue. Toutes les bouteilles d'eau s'arrachent. Les habitants se préparent à affronter la tempête Isaac. J'attends de l'eau, mais il n'y en a plus. Mais bon, on va faire avec. Dans certaines communes, de Guadeloupe comme de Martinique, les services municipaux s'organisent pour informer les personnes les plus vulnérables. En cas d'évacuation, on arrive à se débrouiller quand même. On a la voiture de la commune et il y a des gens qui nous aident à les mettre dans la voiture et à les ramener au point de rassemblement. Par mesure de précaution, les écoles et les crèches sont fermées sur les 2 îles. Isaac est une tempête tropicale qui devrait déverser beaucoup de pluie avec des vents soutenus. Selon Météo France, le scénario le plus probable est un passage du centre d'Isaac entre la Guadeloupe et la Martinique, pile sur l'île anglophone de la Dominique. Nous ne pouvons terminer cette édition sans parler bien sûr de sport. Le championnat national de handball, initialement prévu à Sikasso pour le 15 septembre 2018, aura finalement lieu à Bamako à la même date fixée. Suivons les détails sur les raisons de ce changement dans ce reportage de Sekouba Balo, Kadiatou Bagayoko. Dans le souci d'impliquer toutes les régions dans l'organisation du championnat national de handball, la Fédération malienne de handball avait initié le projet de délocaliser le dit événement à l'intérieur du pays pour qu'il y ait plus d'engouement autour de la compétition. Pour cette année, en principe, elle devait se tenir à Sikasso. Mais malheureusement, pour raison de manque de budget, elle se déroula finalement ici à Bamako. Effectivement, nous avons demandé, chaque année, on va faire le championnat dans une capitale régionale. Et cette année, c'était prévu pour Sikasso. Mais malheureusement, quand je suis arrivé d'une mission, j'ai envoyé un délégué fédéral à Sikasso avant-hier pour prendre la température des lieux. Il est revenu hier pour me rendre compte que tout est prêt peut-être pour jouer, mais les problèmes financiers ne sont pas résolus. Et si les problèmes financiers ne sont pas résolus, donc vraiment on ne peut rien faire. Alors c'est pourquoi j'ai ordonné au secrétaire général de la fédération d'informer les représentants de toutes les ligues pour que le championnat puisse se tenir à Bamako, parce que c'est un lieu où nous avons le maximum de chances à organiser et le moins de dépenses par rapport au transport des gens aller à Sikasso. C'est pourquoi nous sommes là. Donc c'est un problème d'argent qui a fait que nous n'avons pas pu aller à Sikasso. Dans son intervention, le président de la Fédération malienne de handball a tenu à rassurer par rapport à la participation de toutes les ligues membres à la compétition, tout en lançant un appel à ces différentes structures. À l'instar de la Ligue de Bamako, que les autres ligues, les autres régions puissent faire la même chose. Ça va encourager les joueuses, les joueurs, ça va encourager les encadreurs et les entraîneurs, je veux dire, les arbitres. En tout cas, la Fédération malienne de handball est tout en prête à soutenir n'importe quelle fédération dans ces initiatives et Inch'Allah, notre aide ne fera pas de défaut. Le championnat national de handball verra la participation des clubs de plusieurs régions. Pour mieux affûter ces clubs en vue de remporter les trophées, la Ligue de handball du district de Bamako est allée à la rencontre de la mairie du district pour une aide financière. Cette initiative de Cheikh Toungara et ses hommes fut payante puisque la mairie du district de Bamako les a offert 500 000 francs CFA. Alors, vivement le début du tournoi pour la détection des meilleurs handballeurs et handballeuses de demain. C'est l'élément qui met fin à cette édition. J'ai été ravi de passer ce moment en votre compagnie. Nos programmes continuent toujours sur notre page streaming www.m7tv.ml, également sur notre page Facebook M7TV. Excellente soirée à tous et à toutes. Bonsoir.